Vous le savez maintenant, nous avons organisé un jeu concours avec Alain Juillet et je vous donne rendez-vous à la fin de cette émission pour répondre aux modalités et pour participer à ce jeu. Bonjour, bienvenue sur Open Box TV, l'émission de géopolitique d'Alain Juillet. Alain Juillet, bonjour. Bonjour Claude. Une nouvelle émission. Absolument. Nous allons parler de la Russie. Oui. Alors, bien évidemment, avec le conflit en Ukraine, il se passe un certain nombre de choses. Mais là, vous avez invité une personne que vous connaissez très bien et qui elle-même connaît très bien la Russie et les leaders actuels et voire futurs de la Russie. Absolument. Oui, aujourd'hui, nous avons le plaisir et la chance de recevoir Elena Perrou. Bonjour Elena. Bonjour messieurs. Qui a écrit un livre sur Poutine. Ce livre a été traduit en russe, vendu en Russie, mais censuré par les Russes. Avec bien ça. Quelques pages en moins. Quelques pages en Voilà. moins. Elena, vous êtes née en Russie, vous êtes née à Moscou, d'une famille franco-russe. Vous avez été, moi c'est comme ça qu'on s'est connus, vous avez été la conseillère de Jacques Chirac, pour beaucoup de choses, mais qui, alors quand il a découvert que vous étiez une spécialiste de la Russie, vous êtes devenue vraiment une conseillère très, très écoutée sur la Russie, dont tout le monde sait que le président Chirac avait d'excellentes relations avec la Russie, et avec le président Poutine d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier. Donc, je vous ai fait venir pour votre livre, mais aussi parce que derrière ce livre, ce qui m'intéresse, moi, c'est que on essaie de comprendre un peu ce qui se passe. Non pas avec les idéologies, avec tous les commentaires qu'il y a actuellement, mais un peu de comprendre un peu ce qui est en train de se passer avec un homme qui est au cœur de tout ça, en l'occurrence le Poutine, le président Poutine, qui, que je rappelle pour nos auditeurs, a commencé comme officier du KGB. Alors, quand vous dites ça en France, on dit « Oh là là, les services secrets, c'était la terreur du régime ». Ce qu'on oublie, c'est qu'à l'époque où il était dans les services au KGB, le patron des services s'appelait Andropov. Andropov était le plus américain de tous les dirigeants russes. C'était le plus occidentalisé de tous les dirigeants russes. Et quand il a été, pendant un très bref moment, il a été le patron de la Russie, il a introduit un certain nombre de choses qui ont été ensuite mises en musique par Gorbatchev. Je dis ça parce qu'il faut bien comprendre qu'à l'époque, donc la vision des services de renseignement russes était beaucoup plus ouverte sur l'Occident qu'on ne le croit. Ça, c'est très important. Ils étaient beaucoup plus ouverts que le parti politique, que le parti communiste. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après ? Vous savez, Poutine était avec Sobchak, à la mairie de Moscou, à la mairie de Saint-Pétersbourg. Moi, j'ai habité à Saint-Pétersbourg, j'ai travaillé à Saint-Pétersbourg, j'ai eu le bonheur de diriger l'Institut français entre 2005 et 2008, et Saint-Pétersbourg, c'est une des villes les plus francophones et francophiles, et vraiment tournée vers l'Europe. Et c'est très important de comprendre que Poutine est précisément pétersbourgeois, même si à l'époque ça s'appelait Leningrad, et s'il a pris avec lui au Kremlin une partie de ses équipes connues à Leningrad, à la mairie de Saint-Pétersbourg, puisque le changement s'est fait à la chute de l'URSS. C'est important de comprendre qu'il est né dans une ville vraiment tournée vers l'Europe et habitée par les idées libérales. Il a été à l'école de Sobchak, vous l'avez dit. Sobchak était, dans les années 90, le plus libéral des personnels politiques actifs en Russie. C'était un juriste, c'est l'un des pères de la Constitution de 93, d'inspiration libérale. Et c'était un homme, d'ailleurs, puisque maintenant on a un sujet très tendu sur les frontières, en l'occurrence entre la Russie et l'Ukraine, c'est très intéressant de voir que Sobchak, encore une fois, le plus libéral des hommes politiques qui étaient actifs à ce moment-là, dans les années 90, disait, on peut retrouver ça en 92 à la télévision russe, les frontières de la Russie et les frontières des pays de l'ex-URSS, tout ce qui s'est passé après 1922 sont sujettes à caution. On devrait revenir aux frontières d'avant 1922, d'avant la constitution de l'URSS. Bon, c'est évidemment intéressant pour la Crimée, puisque la Crimée, comme vous le savez, a été donnée d'un coup de crayon de 8 lignes par Khrouchtchev à l'Ukraine, alors qu'elle appartenait précédemment, enfin elle était rattachée à
la République socialiste soviétique de Russie, non pas d'Ukraine, à une époque où, effectivement, dans les années 50, on n'imaginait pas un instant qu'il puisse y avoir un conflit, qui plus est armé, entre la Russie et l'Ukraine. Moi, je me souviens, j'ai quitté Saint-Pétersbourg au moment du conflit, très bref, Dieu merci, entre la Russie et la Géorgie. C'était un choc immense pour mes amis pétersbourgeois, et en particulier mes amis géorgiens de Saint-Pétersbourg, qui ne comprenaient pas du tout ce qui se passait. Oui, c'est ça. Ça paraissait invraisemblable. Complètement invraisemblable. Mais pour revenir juste un instant sur ce que vous disiez de la formation de Poutine et de son passage par le KGB, moi, ce que j'ai vraiment découvert en travaillant sur le livre, et honnêtement, je n'avais pas conscience de cette amitié très grande et très profonde qui a pu se lier entre, ça va vous surprendre, Poutine et Solzhenitsyn. Solzhenitsyn, à la fin de sa vie, naturellement, je ne lui fais pas dire ce qu'il n'a pas dit, puisqu'il n'a connu que les 2 premiers mandats de Poutine. Yeltsin, a voulu lui remettre la plus haute distinction de l'État, et Solzhenitsyn a refusé. Il l'a accepté des mains de Poutine. Ce qu'il disait, alors je crois que je cite la toute dernière interview que Solzhenitsyn a donnée. Il dit, mais on se trompe sur Poutine. Poutine n'était pas gardien de goulag. Et son passage par le KGB devrait au contraire nous faire comprendre, nous Russes, que nous devrions être fiers d'un homme comme cela, parce qu'il est passé par le renseignement extérieur. Et ce n'est pas les plus mauvais qu'on met dans ces services-là. Ce qui est très intéressant, c'est que finalement Poutine est peut-être le chef d'État le plus occidental qu'on ait eu en Russie depuis les Romanov. C'est-à-dire celui qui connaissait le mieux l'Occident, l'Europe en l'occurrence. Il avait vécu en Allemagne. Alors, il avait vécu en Allemagne. Comme chef de poste du KGB, il était en Allemagne. Alors, certes en RDA, donc pour nous, évidemment, c'est l'Est. Quand même, mais pour les Russes, c'est l'Ouest. Et puis, il y a des documentaires qui sortent régulièrement à la télévision russe maintenant pour éclairer un petit peu ces années qui étaient évidemment relativement discrètes pour Poutine. On comprend qu'il a circulé, il ne s'est pas contenté des frontières de la RDA à l'époque, il a circulé dans les pays limitrophes, en particulier en République tchèque. Donc, si vous voulez, c'est le seul chef d'État, en tous les cas, si on prend tous les communistes, tous les dirigeants de l'URSS, à avoir connu l'Europe de l'intérieur avant d'accéder au Kremlin. Et c'est très important. Et alors, au début des années 2000, Poutine, à ce moment-là, demande officiellement de faire rentrer la Russie dans l'OTAN. Et d'ailleurs, il va obtenir un statut d'observateur à l'époque. Et manifeste la volonté d'avoir un rapprochement avec l'Europe, avec l'Union européenne. Pour essayer de comprendre Poutine, je pense qu'il faut voir le Poutine qui s'adresse à la Russie et essayer de le faire comprendre aux Occidentaux. Vous savez, quand il est arrivé au Kremlin, ce n'était pas un personnage extrêmement public. Il avait été Premier ministre pendant peu de temps, il avait été patron du KGB pendant un certain temps, et puis son passé à la mairie de Saint-Pétersbourg était connu des Pétersbourgeois, mais pas au-delà. Au tout début de son arrivée, de son premier mandat de président, il reçoit des journalistes américains, lui pose la question en disant « Bon, vous comprenez que votre passé au KGB nous fait un peu peur, dites-nous ce que vous avez appris au KGB. » Et alors il a cette réponse, il dit « L'amour est le service de la patrie ». Et il faut savoir que la patrie, Rodina en russe, ou Отечество, il y a 2 mots pour dire patrie, soit la nation, soit, comme en français, la terre des pères, s'écrit avec une majuscule en russe, tandis que le mot d'État s'écrit avec une minuscule, contrairement à notre orthographe française. Ce qui veut dire qu'il y a une hiérarchie des valeurs derrière qui n'est pas exactement celle que nous connaissons nous. Alors, Boris Berezovsky, qui était un oligarque proche de Poutine et qui se targue d'avoir finalement fait choisir Poutine à Yeltsin comme successeur. C'était entre autres choses un patron de médias puissants. Et donc Boris Berezovsky avait imaginé un livre, une interview de Poutine par 3 journalistes pour faire connaître le personnage. Eh bien, il y a tout un chapitre qui s'intitule « Nous sommes européens » dans ce livre. C'est-à-dire que l'univers, si vous voulez, mental, culturel, la référence d'appartenance de la nation russe, qu'on soit en Extrême-Orient, au Caucase, à Moscou, à Saint-Pétersbourg, c'est l'Europe.
Et ça, c'est une donnée qu'il faut vraiment avoir à l'esprit pour comprendre la Russie dans sa diversité. Et c'est un regard qu'on n'a pas toujours quand on est européen et qu'on regarde la Russie précisément à travers le prisme de l'Europe. La Russie est européenne, mais pas seulement. Et d'ailleurs, entre 2012 et 2018, donc un des mandats, troisième mandat de Poutine au Kremlin, il y a eu 2 ministères géographiques. Il y a eu le ministère de l'Extrême-Orient et le ministère des Affaires du Nord-Caucase. C'est intéressant de voir que les affaires du ministère du Nord-Caucase a été supprimées et a été rattachées au ministère du Développement économique, comme si, d'une certaine façon, le Nord-Caucase n'était plus, j'allais dire, un problème ou un dossier en soi. En revanche, le ministère de l'Extrême-Orient, non seulement a perduré, mais s'est vu adjoindre l'Arctique en février 2019. Si vous voulez, tous les efforts étaient vraiment orientés vers l'Extrême-Orient, avec, vous avez ce forum de Vladivostok, ce forum économique de Vladivostok qui a été institué dès 2015, qui est le pendant, si vous voulez, du forum économique de Saint-Pétersbourg, qui est maintenant très ancien. Vous avez une politique j'allais dire de colonisation, de défrichage des terres, parce que ce sont des terres, si vous voulez, c'est un territoire immense, immensément riche, avec un sous-sol qui attire les convoitises de beaucoup de monde, et pas seulement des voisins asiatiques de la Russie. Et donc, il y a une politique de don d'1 hectare de terre, à condition qu'on ait des projets pour le faire fructifier, d'abord pour les habitants de l'Extrême-Orient, puis pour l'ensemble des habitants de la Russie. Et il y avait même la possibilité d'acquérir la nationalité russe, à condition d'investir 10 millions d'euros. Ça s'adressait aux voisins chinois en particulier. Mais c'est ça, aux Chinois, oui. D'investir 10 millions d'euros en Extrême-Orient. Donc, si vous voulez, vraiment, beaucoup d'efforts économiques ont été portés vers l'Extrême-Orient. Cette immigration chinoise, on en a eu l'occasion d'en parler dans d'autres émissions, très importante vers la Sibérie, parce que les conditions de vie sont très dures et les Chinois sont prêts à travailler dans des conditions très dures, alors que les autres le sont moins, je dirais, les Russes le sont moins, et avec raison, parce que c'est terrible. Et avec, on en a parlé aussi dans la partie nord, le passage du nord-est, je vous rappelle ce passage dans les eaux libres du commerce maritime qui va se développer dans les années à venir, puisque en passant le long de la Sibérie et des côtes russes jusqu'à la mer du Nord, en longeant depuis l'Asie, eh bien, on gagne 15 jours de bateau par rapport au passage par le Suez ou par le cap de Bonne-Espérance. Donc, pour le commerce maritime, c'est la prochaine voie majeure, où là, les Russes, évidemment, comme c'est eux qui contrôlent la zone, vont avoir plein de possibilités. De ce côté-là de la frontière, il y a un trop-plein chinois et un vide. Ah oui, absolument. Et un vide côté russe. Je crois que c'est de l'ordre d'1 habitant kilomètre carré côté russe et 100 habitants kilomètre carré côté oui, donc ils viennent, c'est normal. Nous, on ne s'en rend pas compte, mais cette partie qui est richissime au point de vue des mines, au point de vue des énergies dans tout genre et des mines, cette partie-là est très convoitée par la partie chinoise depuis longtemps. Et c'est un problème pour les Russes, d'ailleurs. C'est un problème pour les Russes. Alors, je ne suis pas allée tout récemment sur le site du ministère de l'Extrême-Orient, mais n'importe qui peut le faire, parce qu'il y a évidemment une page en anglais, et d'ailleurs des pages aussi dans différentes langues asiatiques. La page d'accueil, c'est les ressources naturelles de différentes sortes que vous avez dans ces territoires-là. Ce pays multiethnique, parce qu'il y a plein de gens différents les uns des autres. Il y a entre 60 et 190 ethnies, disent les spécialistes. Vous vous rendez compte ? Et vous avez non seulement cette diversité ethnique qui est très importante, mais vous avez aussi la composante religieuse qui est extrêmement importante. Évidemment que le gros des troupes, en gros 80% de la population, est russe au sens orthodoxe du terme. Mais vous avez 15% de la population qui est musulmane. Et un islam qui est réparti dans différents coins du pays. Vous avez évidemment des terres dans le Caucase nord, le Nord-Caucase, qui sont musulmanes depuis pratiquement le début des temps de l'islam. Et puis vous avez le Tatarstan. Oui, aussi. Oui. Et la grande diaspora tatare dans différents coins du pays, qui est très importante. Et le président du Tatarstan, enfin qu'on appelle maintenant le Raïs, Minnikhanov, est une courroie de transmission très importante entre la Russie et le monde musulman.
pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, Poutine, quand il prend le pays, quand il dirige le pays est dans une situation économique épouvantable. Il faut bien le dire, l'époque Helsinki, pour de multiples raisons, a été catastrophique sur le plan économique. Donc il se retrouve avec un pays qui est en grave crise économique, les gens ont perdu un pouvoir d'achat considérable, et il redresse économiquement le pays. Je crois qu'on peut le dire, sérieusement. Disons que moi, il y a un chiffre que j'ai à l'esprit et je crois traduit tout le reste. L'espérance de vie des hommes, messieurs, ça va vous parler, est tombée à 58 ans au milieu des années 90. Je crois que ça dit tout le reste. C'est-à-dire la difficulté énorme de traverser ces années 90 sur lesquelles on a un vrai malentendu lorsqu'on reprend ces années 90 avec un regard occidental et avec un regard russe. Les Russes ont appelé ces années le nouveau temps des troubles. Le temps des troubles faisant référence à une période ancienne, qui était une période où il n'y avait pas de pouvoir à Moscou. Les Polonais étaient au Kremlin. Fin 16e, début 17e. Le nouveau temps des troubles, ça veut dire un temps, alors non seulement économique, parce qu'effectivement, il y avait une inflation à 3 chiffres, même à 4, une année, dans ces années-là, mais surtout une désespérance terrible. Je vous ai parlé des hommes. L'espérance de vie était à 65 ans en 2000, lorsque Poutine arrive. Aujourd'hui, elle est à plus de 73 ans. Pour les Russes à l'époque, pour eux, l'arrivée du monde capitaliste dont on pouvait rêver en voyant les films à la télévision, en réalité, ça se traduit chez les Russes par un effondrement du pouvoir d'achat. Je crois qu'on peut dire plus de 40% de baisse du pouvoir d'achat de tous les citoyens. L'arrivée des mafias qui prennent le pouvoir, autour de Helsinki, les mafias prennent le pouvoir, donc les voyous prennent le pouvoir au revolver, comme prennent le contrôle des entreprises avec des moyens totalement illégaux. Et donc, c'est une véritable catastrophe. C'est un pays qui s'effondre. Pour le capitalisme, vu par les Russes, le capitalisme à l'occidental, ça a été un véritable désastre. Sans parler du chômage, sans parler de tout ça. Alors évidemment, quand Poutine arrive, il va faire remonter le pouvoir d'achat, les conditions de vie s'améliorent. Bon, il chasse les oligarques, il en met en prison, enfin, il les menace, enfin bref, il règle le problème de cette oligarchie de voyous qui avait pris le pouvoir. Alors évidemment, il est très populaire. Vous avez ce réalisateur américain, dont le nom m'échappe, qui a fait toute une série d'interviews et ensuite un livre et un film avec Poutine. Et il lui pose une question sur la Deuxième Guerre mondiale en disant « Mais au fond, vous les Russes, vous avez vraiment donné tout ce que vous aviez pour la victoire. » Et Poutine répond « On n'a pas donné tout ce qu'on avait. On a donné jusqu'à la dernière goutte de notre sang. » J'ai envie de vous dire, c'est une question d'Américain, on est dans l'avoir, et c'est une réponse de Russe, on est dans l'être. Il y a quelque chose de ça chez les Russes. Leur bien-être ne se mesure pas seulement au PIB ou au salaire. Bien sûr. Voilà. Mais alors, j'ai des sondages récents qui ont montré que la plupart des gens de la jeune génération ignoraient complètement les pertes des différents pays qui avaient fait cette guerre. Parce qu'on ne se rend pas compte que les Russes ont été, et de loin, ceux qui ont eu le plus de morts dans cette guerre contre les Allemands. On dit de 27 à 28 millions de morts. Exactement. On n'a toujours pas retrouvé on n'a pas retrouvé tout le monde. Mais il faut savoir que l'URSS, à la veille de la guerre, c'était 290 millions d'habitants. Donc ça veut dire qu'un Russe sur 10, et évidemment beaucoup de civils, sont morts dans cette guerre. Ça veut dire en réalité que pas une famille n'a été épargnée. Les Américains ont eu des morts aussi, mais on est à des chiffres qui n'ont absolument rien à voir. Vous savez, il y a un sondage de l'IFOP qui est très intéressant. L'IFOP existe depuis un moment et l'avantage de cette longévité, c'est de pouvoir comparer sur la durée. Et ils ont posé une question, alors c'était juste à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et ils l'ont reposée à plusieurs reprises. La dernière fois, je crois que c'était en 2004. Quelle est la nation qui a le plus contribué à la victoire? Et parmi les 3 nations citées, vous avez donc l'URSS, la Russie, les Britanniques, les Américains. Regardez ce sondage, c'est extrêmement intéressant de voir l'inversion des courbes. À la sortie de la guerre,
l'URSS est très loin devant, de l'ordre de 57-58%, si j'ai bonne mémoire. Et en 2004, donc 60 ans après, c'est complètement inversé. Les Américains sont loin devant. Est-ce que c'est la manière dont l'histoire... Dont on raconte l'histoire. Bien sûr, dont on l'écrit, dont on la raconte. Et en tous les cas, ça donne une vision des choses qui n'est pas exactement la même. Et moi, je suis frappée par la connaissance de l'histoire, par les Russes, de la leur, qui est beaucoup plus ancienne qu'un pays qui a été aussi chahuté au long du XXe siècle. Et ça, c'est un axe aussi important de Poutine sur la mémoire, même si on peut lui reprocher parfois de la gauchir ou de la droitiser, comme vous voudrez, enfin en tous les cas de la traiter un petit peu, de l'instrumentaliser. Ça, certainement, il y a une part de ça. Mais Poutine a essayé de réconcilier les Russes avec leur histoire. Et dans ses discours, dans ses références, ça ne s'arrête pas en 91, évidemment, ce pays très jeune, mais qui a une histoire millénaire, 1991, je veux dire. Ça ne s'arrête pas non plus en 1917, parce que la Russie n'a pas commencé avec la chute des Romanov et la constitution de l'URSS en 1922. Non, il est vraiment dans l'histoire longue. Si vous regardez, quand il est arrivé au pouvoir, il fallait réinventer un hymne, il fallait réinventer un certain nombre de symboles russes. Et de fait, à partir des années 2000, il a inventé la fête de l'unité, au lieu de la fête de la division, qui maintenant est fêtée le 4 novembre, qui fait référence à des faits historiques très anciens qui remontent au début du XVIIe siècle. Il est très soucieux, et ça c'est aussi une donnée qu'il faut avoir quand on s'intéresse à la Russie au sein de ses frontières et à la société russe. Il est très soucieux de ne pas reproduire les divisions qu'a connu ce pays très profonde, parce que la mémoire de la Révolution française chez nous, elle est très ancienne. Et moi, je suis frappée quand même par le discours de nos politiques qui fait toujours référence aux valeurs républicaines, à 1789, mais comme si la France n'avait pas existé du temps des cathédrales, du temps de François Ier et de ce temps long. Mais ça, il y a une partie des historiens, des professeurs d'université, qui ne commencent à parler d'histoire qu'à partir de la Révolution, ce qui est invraisemblable. C'est couper la France un impact sur l'histoire de France, sur la perception de la France chez nos concitoyens. Et Poutine est très soucieux de ça, de faire le lien et de réconcilier les Russes entre eux. Alors, on peut se dire que la guerre actuelle n'a pas favorisé la réconciliation. C'est vrai qu'au début du conflit, il y a eu une vraie fracture très, très importante dans les familles, dans les groupes d'amis. Vous avez un certain nombre, des centaines de milliers de Russes qui sont partis. Mais quand on essaye de comprendre ce qui se passe dans la tête des Russes aujourd'hui, il y a ce score à l'élection présidentielle de plus de 87% qui dit quelque chose de l'unité. Les élections russes, je vous ai dit, on sait à l'avance qui va être élu et à peu près à combien. Cela dit, moi, il y a un institut de sondage que je regarde de près, Levada.ru. À la veille de l'élection, en février, il donnait un indice de satisfaction de l'action de Poutine qui était à 86%. Et c'est un institut indépendant qui n'est pas suspect de sympathie. D'ailleurs, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, il a une large majorité autour de lui actuellement en Russie. Il y a une large majorité autour de lui, mais ce qui est très intéressant, c'est que ça n'est pas seulement lui, sa personne. Le Premier ministre a une très bonne cote de popularité. Et l'ensemble du système. La Douma, donc l'Assemblée nationale, les députés ont une bonne cote de popularité et les gouverneurs ont une bonne cote de popularité. Mais donc c'est le système qui est supporté. Donc, le système est supporté et un tout dernier sondage a été fait sur l'envie d'émigrer des Russes, parce que les Russes ont vu partir un certain nombre de leurs amis, des membres de leur famille. Il y en a qui sont partis d'ailleurs. Il y en a qui sont partis, oui, il y en a qui sont partis. Eh bien, c'est un sondage de la mi-avril. Jamais le taux de ceux qui souhaitent partir, depuis que ce sondage existe, depuis une vingtaine d'années, n'a été aussi bas. Aujourd'hui, 9% des Russes seulement pensent à un départ éventuel. Ils étaient 22% à différents moments de ces dernières années. On vient de parler de la Russie actuelle, avec sa situation. Poutine, il a été réélu.
en tordant un petit peu le système pour pouvoir se faire réélire. Mais... Et après? L'après se prépare. Ah, mais c'est ça, prépare. Ils sont en train de le préparer. L'après se prépare, relativement discrètement encore, mais certainement de moins en moins dans ce mandat, qui, je n'ai pas de boule de cristal, et puis Poutine ne rajeunit pas. Donc il est né en 1952, il est en pleine forme, il a eu sans doute des soucis de santé, mais ça semble réglé. Il n'est pas éternel. Selon la nouvelle Constitution, ou les amendements à la Constitution qui ont été votés, il pourrait se présenter encore 2 fois. Je pense qu'il fera très attention à la manière dont il quittera le pouvoir. En réalité, cette torsion de la Constitution lui a rendu la maîtrise de l'horloge. C'est-à-dire que l'après-Poutine avait déjà commencé au moment de son précédent mandat, entre 2018 et 2024, qui devait être son dernier. Pendant ce mandat, il a changé de Premier ministre. Donc, exit Dimitri Medvedev, qui avait eu cette expérience de président et dont on pensait que ce serait un jeu de chaises musicales pendant un certain temps. Medvedev est plus jeune que Poutine. Il a choisi un homme qui était complètement inconnu, alors des Russes aussi, mais des Occidentaux, qui avait dirigé pendant 10 ans l'administration fiscale. Je veux parler de Mikhail Mishustin. Mishustin, de mémoire, est né en 1966, donc il a 14 ans de moins que Poutine. Il fait vraiment du bon travail. Je vois que son exposition médiatique est croissante. Et puis, il a commencé à voyager un peu à l'étranger, ce qui n'est pas forcément le propre d'un Premier ministre, en tous les cas pas en Russie. C'est intéressant de l'observer. Donc on le prépare. On le prépare. En tous les cas, aujourd'hui, tant qu'on ne change pas de Premier ministre, encore une fois, c'est le dauphin désigné. Après, ça c'est la partie donc, la plus visible peut-être de l'iceberg. Celle qui est un petit peu moins visible, mais qui est aussi très intéressante, porte un autre nom. Il s'agit de Sergueï Kirienko. Sergueï Kirienko, lui, il a 10 ans de moins que Poutine, il est né en 1962. Alors, il a été très brièvement Premier ministre de Yeltsin. Il a eu ce déshonneur, enfin cette partie très désagréable d'annoncer la cessation de paiement de l'État russe. Il avait été le plus jeune Premier ministre de tous les temps. On l'avait même appelé Kinder Surprise, lorsqu'il est arrivé comme Premier ministre. Depuis, il a été gouverneur. Il a été surtout pendant une dizaine d'années le patron de Rosatom, c'est-à-dire le conglomérat nucléaire russe, civil, mais pas que. Donc c'est un homme qui a une solide formation et il est au Kremlin depuis octobre 2016, dans une position qui n'est pas extrêmement exposée. Il est le numéro 2 de l'administration présidentielle, derrière un numéro 1 qui n'a aucune couverture médiatique, un certain M. Vaino. Et c'est très intéressant de voir que c'est un homme qui s'occupe maintenant de la politique intérieure et de tous les projets stratégiques d'avenir. Et il a mis en place notamment une espèce de concours qu'on appelle les leaders de la Russie. On voit toute une jeune génération monter à différents postes du pouvoir régional, parce que les gouverneurs qui sont finalement les patrons d'une région, mais d'une région qui peut faire la taille pratiquement de la France. Tous les nouveaux gouverneurs sont passés par l'école de gouverneurs de Kirienko, qui est une sous-catégorie de ces leaders de la Russie. En somme, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que Poutine est en train de préparer la suite, à la fois en faisant monter de nouvelles élites, qui font leurs preuves et autres, et auprès de lui, en entraînant ou en préparant peut-être 2 ou 3 personnes à être capables de prendre sa fonction. Absolument. Et il choisira ensuite au dernier moment lequel le remplace. Il se situe comment, Medvedev? Parce qu'il prend pas mal. Il a pris la parole pendant le conflit. Alors Medvedev, c'est une vraie surprise dans le sens où c'était un homme. Alors plus libéral encore que Poutine, il n'était pas passé par les services. Ni Kirienko ni Mishustin ne sont passés par les services. Ils sont tous différents. C'est un autre parcours. Et Medvedev était un homme très occidentalisé. Depuis qu'il n'est plus Premier ministre, alors une fonction particulière a été inventée pour lui comme président adjoint du Conseil de sécurité. Donc c'est le numéro 2 après Poutine du Conseil de sécurité, qui est une instance très importante dans le système, évidemment. Et il a un discours aujourd'hui qui est
très offensif, à la limite un peu grossier, j'allais dire ordurier, très grossier, et il a complètement changé de registre. Est-ce que c'est un rôle qu'on lui demande de tenir pour que, du coup, Poutine apparaisse beaucoup plus mesuré que lui, et justement, lui, le très occidentalisé, si un Russe comme ça peut tenir ce discours-là, alors donc vraiment, Poutine, c'est l'homme du milieu. Il y a certainement... C'est pas exclu, hein. Il y a certainement beaucoup de calculs. En tous les cas, il joue un rôle très clair, et il le joue, ma foi, dans sa catégorie. Je n'ai pas envie de dire à la perfection, mais il le joue sans faute. D'ailleurs, vous disiez au début que Poutine était tourné vers l'Occident. À quel moment on peut parler de bascule ? S'il y a eu une bascule. Il y a eu une bascule. Alors la bascule, généralement, on la date du discours à la conférence de sécurité de Munich en février 2007. C'est ça. Là, c'est là où ça change. La main tendue n'est plus tendue du tout, et il est relativement menaçant, en tous les cas interrogateur, vis-à-vis des élargissements de l'OTAN. Parce que qu'est-ce qui s'est passé en 2007 à cette conférence ? C'est pas à cette conférence qu'il s'est passé quelque chose. Si vous voulez, Poutine résume la chose de manière laconique. Il dit « Nous, Russes, nous vous avons fait confiance, vous Occidentaux. Vous avez pris cette confiance pour de la faiblesse et vous en avez abusé. » La faiblesse, c'est une obsession j'allais dire de Poutine, mais au-delà de Poutine. Vous savez que le mot de sécurité, le fameux B de FSB, Безопасность, se dit absence de danger en russe. C'est très profond, et ça n'a rien à voir avec Poutine. Ça veut dire que le danger pour les Russes est premier, et qu'ils n'ont pas le droit d'être faibles, de baisser la garde, parce que sinon ils sont envahis. Et si vous regardez la géographie de la Russie, il n'y a pas de frontière naturelle qui arrêterait un ennemi potentiel. Si vous regardez l'histoire de la Russie, encore une fois sur le temps long, vous avez les Mongols qui sont arrivés très loin sur le territoire russe et qui y sont restés, le joug mongol. Vous avez ensuite les troupes napoléoniennes qui sont arrivées sans y être invitées, qui ont été raccompagnées jusqu'à Paris. Et vous avez ensuite les Allemands, enfin les nazis, qui ont envahi le territoire et qui ont été raccompagnés jusqu'à Berlin, et un peu au-delà. Donc cette obsession de ne pas baisser la garde, elle est très présente chez Poutine. Poutine, dans son discours, dit « Vous n'avez pas respecté, il le dit en 2007, vous n'avez pas respecté les accords qui avaient été passés entre les Occidentaux et les Russes au moment du démembrement de l'Union soviétique. Vous avez mis les pays baltes, entre autres, il ne précise pas les pays baltes, il dit vous n'avez pas respecté la règle qui voulait qu'on laisse un espèce de glacis tout autour de la Russie, et il dit de toute manière nous n'accepterons jamais que vous puissiez déstabiliser ou venir vous installer en Biélorussie, en Géorgie et en Ukraine. Et il le dit en 2008, il dit c'est un cas de guerre. Donc si vous voulez, c'est pas d'aujourd'hui. Hein, il faut le savoir. Hein. C'est pas d'aujourd'hui. Et alors c'est vrai que moi je suis frappée par le fait que nos diplomates et nos militaires souvent ne connaissent pas un ouvrage fondateur que les Russes connaissent par cœur. C'est le Grand Échiquier de Brzezinski. Bien sûr. Il date lui de 97. Il dit l'Ukraine c'est l'enjeu essentiel. Il le dit en 97 au moment où la Russie est à genoux, où Yeltsin a été réélu. Les élections ont été truquées parce que sinon les communistes seraient revenus au pouvoir en 96. Et Yeltsin, son deuxième mandat, c'était un intermittent du pouvoir. Il était malade, c'est pas lui qui dirigeait le pays. Et donc Brzezinski dit l'Ukraine, c'est l'enjeu essentiel. Même si aujourd'hui l'échéance peut paraître lointaine, il faut dire à nos amis ukrainiens qu'ils pourront rejoindre l'Union européenne et l'OTAN entre 2005 et 2015. C'est écrit noir sur blanc dans le Grand Échiquier. Comment voulez-vous que les Russes lisent la Révolution orange de 2004 et puis Maïdan 2013-2014 ? C'est l'agenda de Brzezinski, mais avec un an d'avance, on peut dire ça comme ça. Alors Brzezinski, je précise pour ceux qui l'ignoraient, qui était le patron, le concepteur de ce qu'on appelle le néoconservateur aux États-Unis, dont un des successeurs est M. Kagan, dont la femme était Victoria Nuland, qui était ambassadrice de l'OTAN, qui a piloté les affaires ukrainiennes en 2014-2015, et qui vient de terminer sa carrière comme numéro 2 du département des affaires étrangères américaines qu'elle a quitté il y a quelques mois.
Donc il faut bien voir tout ça, ça se tient. Une fois de plus, en géopolitique, vous savez, tout se tient et tout se recoupe, on retrouve toujours tout. On arrive à la fin de ces émissions. Merci d'abord, Elena, de nous avoir éclairé avec une connaissance, évidemment, de ce pays et de ses dirigeants que nous n'avons pas. Merci de nous avoir permis de comprendre la complexité, en définitive, de la situation dans toutes ses facettes, de voir que l'avenir est en préparation en Russie, et que ça, il faut bien le comprendre, parce que on n'est pas du tout dans ce qu'ils nous racontent, on est dans les médias en général. C'est autre chose qui est en train de se faire et qui va être surveillé de manière très attentive, parce que la Russie a un impact indiscutable sur l'Europe, en tout cas, et pour le reste du monde aussi, d'ailleurs. Et puis, on aura certainement d'autres occasions de parler de tout ça, mais pour le moment, si vous voulez mieux comprendre et prolonger ce que vous venez d'entendre, lisez le livre d'Elena que vous allez voir en incrustation à la fin de cette émission. Merci, et puis à bientôt peut-être. Merci à vous et à bientôt. Merci. Mais écoutez, effectivement, moi j'ai appris une autre face peut-être du président Poutine, et puis effectivement cette philosophie russe qui remonte, on ne va pas dire à la nuit des temps, mais à des temps anciens. Et merci pour cet éclairage. Et je pense que cette émission a permis à l'ensemble de nos auditeurs de mieux comprendre effectivement ce qui se passe aujourd'hui en Russie. À très bientôt pour une prochaine émission. Pour participer à ce jeu concours, vous n'avez plus qu'à cliquer sur ce lien. Vous découvrirez les questions autour de nos émissions. Je vous souhaite bonne chance et je vous souhaite aussi de gagner les nombreux lots que nous vous proposons. Merci et à bientôt.